Rebonjour tout le monde. Alors, on accueille aujourd'hui donc notre invité d'honneur qui est enseignant-chercheur pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris, Marc-André Sellos. Donc, merci d'être avec nous, Marc-André. Ça nous fait très plaisir de vous avoir pour les Olympiades de biologie. C'était sans doute encore mieux en direct, je pense. Mais on va passer quelques instants ensemble. Alors, je vais vous parler d'hommes et d'évolution. D'abord, la première chose à propos de l'évolution, pour rappeler ce que c'est, c'est d'abord quelque chose que l'homme, c'est un concept que l'homme finalement a inventé, a trouvé lui-même à propos de la nature, pour représenter les propriétés naturelles. Et l'un des premiers qui ait pensé ça, c'est Lamarck. Vous avez là sa statue à l'entrée du Jardin des Plantes, au Muséum. Une statue qui, si vous lisez sur le socle, est dédiée au fondateur de la doctrine de l'évolution. Lamarck est l'un des premiers à avoir pensé que le monde et les êtres vivants qui l'habitaient avaient changé. Et pour le coup, c'est un produit de l'époque des Lumières en France que la théorie de l'évolution. Alors, cet endroit, c'est un endroit où je travaille. Et d'ailleurs, on voit là la fenêtre du labo où je travaille. Moi, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, tous les matins, je croise la statue de Lamarck quand j'arrive au travail. Et l'évolution, c'est quelque chose avec lequel moi, je travaille beaucoup. Alors, vous savez qu'après que Lamarck ait proposé que les espèces avaient changé au cours du temps, Charles Darwin a proposé un mécanisme de changement. Le mécanisme qu'a proposé Darwin, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que parmi toute la variété des organismes et des formes des organismes qui sont présents, certains font plus de descendants que d'autres et survivent donc mieux au cours du temps évolutif. La sélection, c'est en fait un tri des plus adaptés. Le problème, et c'est là qu'on voit que Darwin n'a pas fait tout le travail, Lamarck avait vu le changement avant, et vous allez voir, il y a des choses qui manquent encore dans la vision de Darwin pour arriver à la vision actuelle, qui n'est sans doute d'ailleurs pas la fin de l'histoire, mais bon. À force de trier, vous voyez, vous imaginez, vous avez des gens de toutes les couleurs, avec des t-shirts de toutes les couleurs. À un moment, le climat fait que tous ceux qui ont un t-shirt vert, ils disparaissent. Puis le climat change. Ou je ne sais pas, moi, il se met à pleuvoir et tous ceux qui ont un t-shirt rouge disparaissent. Vous avez de moins en moins de variations. Vous avez de moins en moins de diversité à force de trier. Qu'est-ce qui génère la diversité? Ça, Darwin ne l'avait pas trop bien envisagé. Il va falloir attendre des travaux, deux types de travaux importants. Le premier, il arrive au début du XXe siècle, c'est les travaux d'Hugo de Vries qui découvrent ce qu'on appelle la mutation. À un moment, les organismes peuvent changer, leurs gènes peuvent subir ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire un changement, et ce changement est héréditaire. Donc, à tout moment, il apparaît des mutations, et donc, à tout moment, il apparaît une nouvelle forme de diversité qui va être soumise à la sélection. Les autres travaux datent à peu près de la même époque que Darwin, mais ils n'ont pas été compris au début de la même façon. C'est les travaux de Gregor Mendel sur l'hérédité. Il travaille, lui, sur les poids, alors que Hugo de Vries travaillait sur Note-Fleur, le notaire. Et Gregor Mendel découvre qu'en fait, quand les organismes font des descendants, eh bien, ces descendants héritent d'une partie des gènes de chacun de leurs parents, et donc, par combinaison, chaque descendant est original. Donc, vous voyez qu'il y a des mutations qui créent de la diversité, au niveau de chaque gène, et puis ensuite il y a des combinaisons originales qui se font à chaque génération. Et bien voilà, on arrive à une vision un peu plus moderne de l'évolution, où la biodiversité qui est présente à un moment, par l'accumulation de mutations et par des recombinaisons, c'est-à-dire ces alternances de méiose et de fécondation qui à chaque génération font des descendants différents, ça crée une nouvelle diversité. La diversité donc augmente régulièrement, puis elle est triée par la sélection naturelle, et ça donne la biodiversité observée le jour suivant. On a donc un cycle où on a un générateur de diversité et un tri, et ça, en gros, c'est très résumé, le mécanisme de l'évolution. Un mécanisme donc de changement perpétuel avec des nouvelles formes qui apparaissent par mutation et par la recombinaison qui s'opère au début de chaque génération, d'une part, et puis par un tri qui élimine les moins adaptés à chaque instant. Au total, la biodiversité est en perpétuel changement, et ça, c'est une vision actuelle, on va dire, néo-darwiniste de l'évolution. Et l'homme, pour le coup, est l'un des facteurs de l'évolution, car il va induire des pressions de sélection, il va contribuer à sélectionner des organismes. Alors, je vais vous montrer un organisme qui fait partie de la grande liste des céréales, c'est-à-dire de ces plantes qui ont été domestiquées car leurs graines sont riches en amidon.
Le maïs, alors il a un port très particulier, hein, c'est une plante qui est faite d'un axe vertical, qui porte latéralement des épis bourrés de graines. Et alors, les botanistes se sont rapidement demandé, une question qui n'était pas évidente hein, pour des botanistes européens, alors que le maïs avait été domestiqué en Amérique, ils se sont demandé quel était le plus proche parent sauvage, ou peut-être même quelles étaient les formes sauvages du maïs. Ça leur a pris un certain temps de trouver cette forme sauvage, parce qu'en réalité, cette forme sauvage est extrêmement différente du maïs. Alors vous l'avez à l'écran, et elle est tellement différente du maïs que les botanistes au début l'ont non seulement mis dans une autre espèce, mais même ils ont mis cette espèce dans un autre genre. Cette plante, c'est la théosinte, et en fait la théosinte et le maïs, c'est la même espèce. Ils peuvent avoir des descendants ensemble, ils sont génétiquement très proches, mais ils diffèrent vraiment. C'est-à-dire le maïs sauvage et le maïs domestiqué, en fait, pour dire les choses simplement. La théosinte, c'est le maïs sauvage. Ils diffèrent beaucoup par leur allure. Au lieu d'épis, le long de la tige, la théosinte, vous le voyez à côté de la personne qui la tient un petit peu écartelée là, elle a des ramifications, elle. Et ces épis que vous voyez en bas de l'écran sont tout petits. Ils sont faits d'un tout petit nombre de graines. Et ces petites graines, elles ont deux caractéristiques qui sont assez intéressantes pour des graines. La première, c'est qu'elles tombent, elles se séparent de l'épi. Et ça, pour se ressemer, c'est important. Et deuxièmement, elles sont entourées d'une coque extrêmement dure qui empêche les parasites d'aller manger la graine ou de l'abîmer. Alors souvent d'ailleurs, en fait, hein, c'est disséminé par des oiseaux qui n'arrivent pas en fait à broyer dans leur jabot toutes les graines, et il en reste quelques-unes qui n'ont pas été attaquées grâce à cette enveloppe dure. Alors ça, c'est très très différent du maïs, hein, parce que pour le coup, le maïs, lui, quand vous regardez ses épis, eh bien, ces épis, d'abord, il y a plein de graines, mais ces graines ne sont plus enveloppées d'une enveloppe dure, et elles ne tombent pas. Quand vous mangez un épi de maïs, il faut arracher les graines avec les dents. Et au fond, c'est logique. On ne pourrait pas manger du maïs avec une enveloppe dure, et on ne pourrait pas récolter du maïs si les graines tombaient. Donc vous voyez que l'homme a sélectionné un organisme, en partant d'un ancêtre qui ressemble à ce qu'on a autour de nous, enfin ce qui pousse en Amérique sous le nom de théosinte. Il a sélectionné des plantes dont l'architecture est très modifiée, qui investissent moins dans la formation de ramifications, mais plus dans la fabrication de graines, ce qui va nous permettre de manger des graines tout en ayant assez de graines à ressemer. On a sélectionné donc des graines qui n'ont plus de déhiscence, c'est-à-dire qu'elles ne tombent pas, sinon on ne pourrait pas les récolter, et dont l'enveloppe protectrice est dure et réduite parce que sinon on ne pourrait pas manger les graines. Et du coup, le maïs est une plante qui repose complètement sur l'homme pour la protection et la dispersion de ses graines, et l'homme le fait car il a intérêt, c'est une sorte d'interaction à bénéfice réciproque, ce que l'on peut appeler un mutualisme, il a intérêt à ce que le maïs pousse. On a donc une plante qui a été radicalement transformée au contact de l'homme par la sélection que l'homme en a fait pour en faire une plante alimentaire, une plante dont les graines nous nourrissent de leur amidon pour en faire une céréale. Alors il y a un gène qui est responsable du port très particulier non ramifié de la théosinte, qui est le gène TB1. Et quand on s'intéresse à la séquence du gène TB1, on s'aperçoit que chez le maïs, comme chez la théosinte, on a une très grande variabilité de séquences, avec une diversité de séquences identiques chez le maïs et chez la théosinte. Alors donc du coup, c'est un petit peu étonnant parce que je viens de vous dire que ce gène était responsable du port très particulier, non ramifié de la théosinte, du maïs, pardon. Quand on s'intéresse à la région qui régule l'expression du gène, on s'aperçoit qu'elle est très peu variable chez le maïs. Elle ne contient que certaines formes de la diversité présente chez la théosinte, et en fait, ce qui a été sélectionné, c'est un promoteur, c'est-à-dire une séquence régulant l'expression du gène qui surexprime le gène TB1. Il y a bien eu une sélection. Cette sélection n'a pas porté sur la séquence codante du gène, mais elle a porté sur ce qui régule l'intensité de son expression, et la surexpression du gène TB1 donne la forme du maïs. Voilà un exemple au niveau du génome de la sélection qui a moins porté sur la séquence du gène que sur celle qui régule son expression, mais qui explique le changement de forme du maïs. Il y a plein d'organismes qu'on a sélectionnés. Bon, par exemple, on a sélectionné aussi des animaux comme des vaches pour la production de lait. Et on a sélectionné des vaches laitières qui produisent jusqu'à 30-35 litres de lait par jour. C'est des productions énormes. Vous avez ici, pour le Canada, entre 71 et 96, l'augmentation de la production de lait.
et la baisse du nombre de vaches laitières. Ça veut dire que chaque vache produit de plus en plus de lait. On a aussi, chez les animaux, sélectionné des formes les plus propices à nous fournir la partie qui nous intéresse, ici, le lait. D'ailleurs, les pies des vaches sont devenues tellement énormes et fragiles que les maladies des pies sont aujourd'hui l'ennemi numéro 1 des élevages de vaches laitières, et qu'on a même dans certaines régions inventé des soutiens-gorge à vaches, enfin des soutiens-pies à vaches, si vous préférez, qui protègent leurs pies parce que ceux-ci sont très fragiles et en cas de blessure ne cicatriseraient pas. Cette photo a été prise en Islande. Bien, donc vous voyez que nous avons été nous-mêmes des facteurs d'évolution, c'est-à-dire que nous exerçons des pressions de sélection sur les espèces qui nous entourent. Mais ne vous leurrez pas, les espèces qui nous entourent exercent aussi des pressions de sélection sur nous, et nous sommes acteurs de l'évolution au sens où nous évoluons nous-mêmes. Je vous ai dit à l'instant que beaucoup de populations s'étaient mis à consommer des céréales, du maïs en Amérique, du blé et de l'orge au Moyen-Orient puis en Europe, et puis en Extrême-Orient, le riz. Ce qu'on appelle des céréales, ce sont des plantes, souvent d'ailleurs de la famille des graminées, mais pas que, qu'on consomme parce qu'elles contiennent des grains d'amidon. Ces graines sont riches en amidon, et je vous rappelle que l'amidon, c'est tout simplement du sucre, mais du sucre sous une forme de molécules où les résidus de sucre sont attachés entre eux. C'est un polymère de sucre. Et donc, il va falloir digérer cet amidon, c'est-à-dire découper les résidus de sucre des grandes molécules d'amidon qui se trouvent elles-mêmes dans les grains d'amidon que vous voyez à l'écran. Alors pour ça, il vaut mieux commencer tout de suite. Et nous avons dans notre salive une amylase, c'est-à-dire une enzyme capable de découper justement la molécule d'amidon et de relâcher des molécules de glucose. Or, vous et moi, nous n'avons pas exactement le même nombre de copies du gène d'amylase dans notre organisme. Et plus on a de copies du gène d'amylase, plus on s'en aperçoit sur ce diagramme, plus on produit d'amylase dans la salive. Ce n'est pas complètement étonnant d'ailleurs. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt à avoir beaucoup de gènes d'amylase si on veut commencer dès la salive à digérer l'amidon, ce qui prépare le grain d'amidon en fait à une meilleure action de l'acidité dans l'estomac et des enzymes qui suivront dans l'intestin. Alors regardons maintenant un petit peu par ce qu'on appelle une hybridation in situ, c'est-à-dire un mécanisme qui permet de localiser le gène sur les chromosomes. Regardons un petit peu la quantité de gènes d'amylase de différents organismes. J'ai pris d'abord un chimpanzé, et vous avez les deux chromosomes homologues qu'on ne voit absolument pas à l'écran, mais on voit très bien la sonde qui a reconnu le gène de l'amylase, et on voit très bien que chaque chromosome homologue a un gène de l'amylase, et donc au total, il y a 2 copies. Maintenant, on va prendre un Africain qui appartient à des populations de chasseurs-cueilleurs, des gens qui ne pratiquent pas l'agriculture, et qui donc vont manger une alimentation diversifiée où il y a un peu d'amidon, mais pas trop. Eh bien, vous voyez que cet individu, il a 3 copies par chromosome. Bien, il y a au total 6 copies. Puis maintenant, je vais prendre un Japonais. Alors, lui, il appartient à une population qui, par contre, cultive des céréales. Et vous voyez que lui, il a 4 copies sur un chromosome et 10 sur l'autre. Bon, alors, c'est des individus pris au hasard, ça ne montre pas grand-chose. Répétons ces opérations des dizaines et des dizaines de fois et établissons des courbes de fréquence cumulées, comme vous le voyez à l'écran, ou établissons, si l'on préfère, la moyenne du nombre de copies qu'on a par individu. Et alors là, tout d'un coup, vous vous apercevez de quelque chose d'intéressant. Toutes les populations, comme les Blaka ou les Mbouti d'Afrique, ou les Datog et les Yakoutes du nord de la Russie, qui sont des chasseurs-cueilleurs. Pour les Datok et les Yakoutes, ils sont surtout chasseurs, vu la région. Ces individus qui mangent peu d'amidon, on s'aperçoit que les individus de la population ont plutôt moins de copies. Et la courbe de fréquence cumulée, en gros, on met ici sur ces courbes le nombre d'individus qui ont 4 copies ou moins, 5 copies ou moins. Donc, c'est des courbes qui commencent à 2 copies, parce que c'est le minimum, et puis qui très vite saturent à 100% de la population, parce que 100% de la population a plus d'une douzaine de copies, par exemple. Alors, vous voyez que les courbes montent plus vite pour ceux qui consomment peu d'amidon que pour ceux de populations agricoles, qui, comme les Japonais, les Hadza d'Afrique, ou les Européens et les Américains qui sont mélangés ici, consomment une alimentation riche en céréales et donc riche en amidon puisqu'ils pratiquent l'agriculture. Là, les courbes montent plus lentement, ça veut dire qu'il y a plus d'individus qui ont un grand nombre de copies et moins d'individus qui ont un petit nombre de copies. Bref,
le fait d'avoir des céréales a favorisé ceux qui les digéraient le mieux et a favorisé les individus porteurs du plus grand nombre de copies. L'effet n'est pas extrêmement violent, mais il est quand même assez net et vous avez une copie de moyenne en différence au moins. Vous voyez que les céréales ont sélectionné un trait chez nous, et d'ailleurs ce trait n'est pas complètement avantageux parce que chez les populations qui ont à la fois beaucoup de céréales dans leur alimentation et beaucoup d'amylase salivaire, eh bien ces populations digèrent beaucoup plus l'amidon, elles font donc beaucoup plus de sucre dans la bouche, et ces populations-là sont soumises au carie, alors que les chasseurs-cueilleurs et les populations humaines avant l'agriculture avaient des dents cassées, certes, mais pas de carie parce qu'il y avait beaucoup moins de sucre dans la bouche. Et oui, l'amylase salivaire, c'est bien pour la digestion, c'est pas bon pour les caries, mais on meurt de faim alors qu'on ne meurt pas de caries. Et donc, quelque part, la sélection qui s'est exercée sur l'homme a sélectionné l'amylase salivaire malgré les caries. Bon, je vous avais parlé des céréales, vous voyez que nous avons sélectionné les plantes qui produisent des céréales comme le maïs, mais nous avons été sélectionnés par elles également. Revenons-en aux vaches et au lait. Je pense que ça ne vous échappe pas que certains d'entre nous ne digèrent pas le lait. Et en fait, ce n'est pas une bizarrerie. C'est parce que chez les mammifères, en général, les adultes ne digèrent pas le lait, ils ne digèrent pas le lactose, qui est un sucre, un disaccharide, donc fait de 2 molécules de sucre attachées ensemble, qui est très abondant dans le lait. Il y en a 3 à 5 grammes par litre de lait. Le lait est très riche en lactose, et si vous n'êtes pas capable de couper le lien entre les 2 molécules de sucre, eh bien cette molécule est trop grande pour rentrer dans votre organisme, donc elle ne vous nourrit pas, mais elle est fermentée par les bactéries du tube digestif qui produisent tout un tas de produits fermentaires, d'acide lactique, d'acide pyruvique et d'acide acétique, qui sont extrêmement irritants pour votre intestin. Ça donne des diarrhées extrêmement douloureuses. Donc les gens qui ne digèrent pas le lait, en fait, ils en sont très très indisposés. Et rappelons-le, c'est le cas en fait de la plupart des mammifères qui ne digèrent pas le lait à l'âge adulte, car ils n'ont plus les enzymes qu'on appelle des lactases, qui permettent de digérer le lait à l'âge adulte. Alors, quand on regarde la fréquence des individus qui tolèrent le lactose et qui le digèrent en fait à l'âge adulte dans différentes populations, on s'aperçoit que des populations où il n'y a pas de consommation de lait, comme les aborigènes australiens, les Chinois ou les Amérindiens, eh bien, ils ont des fréquences peu élevées. Vous voyez, les Sandaves, qui sont des chasseurs-cueilleurs de Tanzanie, le maximum, c'est 26%. Ces gens-là ne pratiquent pas du tout la consommation de lait. En revanche, les Suédois et les Français, eux, ont un très haut niveau, un très grand pourcentage d'individus qui tolèrent le lait. Et dans une région du globe où, de façon complètement indépendante, la consommation de lait est apparue, a été adoptée par les populations, c'est les Béjas du Soudan, et bien là, on a 88% des adultes qui sont capables de digérer le lait. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est parce que là où on digérait le lait, on s'est mis à le boire, ou parce que le fait d'avoir du lait sélectionnait ceux qui le buvaient? Regardons déjà génétiquement les lactases des individus qui digèrent le lait, quelle que soit leur population d'origine. Et là, il nous attend une surprise. C'est que tous les individus qui digèrent le lait ou non ont les mêmes gènes de lactase. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça. C'est ce qui s'est passé à propos de la théosinte. Les séquences codantes des lactases sont toujours les mêmes, que les individus soient tolérants au lactose à l'âge adulte ou non, ce sont des lactases, point. En revanche, on trouve des différences qui se trouvent dans le génome en amont du gène. Alors par exemple, les Européens qui digèrent le lait ont soit une base azotée A à cette position, G s'ils ne le digèrent pas, ou bien un T à cette position, ou un C s'ils ne le digèrent pas. Au Soudan, les Béjas ont un G à cette position. En Tanzanie, il y a des buveurs de lait qui pour le coup ont un C à cette position. Au Kenya, on a d'autres populations qui ont indépendamment adopté la consommation de lait, et les individus qui, dans cette population, digèrent le lait, ils ont un G à cette position. En fait, on est très loin, regardez, on est entre 1400 et 22 000 paires de bases en amont du gène. Nous sommes dans une région régulatrice, et en fait, les mutations qui rendent les adultes capables de digérer le lait, ce sont des mutations de séquences régulatrices, exactement comme pour le gène TB1, ce qu'on a fait à la théosinte et qui en a fait du maïs. Les bovins, et le fait de les traire et d'avoir du lait, nous l'a fait, ça a sélectionné des régulateurs de l'expression qui sont situés très en amont ici du gène, qui permettent la persistance de l'expression à l'âge adulte.
Alors vous allez me dire, est-ce que vraiment c'est pas quelque chose, est-ce que vraiment ça a été sélectionné, ou bien est-ce que c'est juste dans les populations où par hasard les adultes digéraient le lait qu'on s'est mis à le digérer? Alors, je vous propose de déterrer des ossements des tout premiers éleveurs de lait, chez lesquels on retrouve, il y a 5-6 000 ans avant le présent, chez lesquels on retrouve des poteries qui attestent par des résidus d'acide gras de lait que ces gens-là manipulaient du lait. Eh bien, regardez, les deux positions qui nous intéressent, ces individus, ils sont CG. Là, on a les os d'un individu de l'époque mérovingienne, donc qui a 4 à 500 ans, qui lui a C et T, il est hétérozygote, et A, alors on relit ça, hein. Il est C et T et A, ce mérovingien, il digère le lait, mais mes individus il y a 5-6 000 ans qui sont les premiers à avoir trait des vaches et avoir fait du lait, eux ils sont C, G, ils ne digèrent pas le lait. En fait, au départ, on a trait les vaches soit pour faire du fromage, soit pour nourrir les enfants, qui eux digèrent le lactose, et puis le fait qu'il y ait du lait, ça a favorisé, parce qu'ils sont trouvés mieux nourris, ça a favorisé les individus qui étaient porteurs d'une mutation qui assurait la digestion du lactose à l'âge adulte. Et voilà comment les vaches et le fait qu'on traite du lait a sélectionné des individus capables de digérer le lait. Alors là encore, le fait de consommer du lait, c'est pas que bon. On récupère pas mal d'hormones qui sont destinées aux petits veaux, et ça explique la consommation de produits laitiers, même fermentés, hein, d'ailleurs, même dans les fromages. Ça explique une partie des cas d'acné qui sont dus au fait que vous avez des hormones destinées normalement aux petits veaux qui vont aller un peu perturber le fonctionnement de la peau. Alors, c'est pas un grand mal, mais vous retrouvez au passage le fait que on est mieux nourri, mais il y a des petits effets de bord qui ne sont pas forcément agréables liés à la consommation des produits lactés. Bien, vous avez vu que finalement l'homme est capable d'exercer des pressions de sélection, mais il est aussi capable d'être sélectionné. C'est un animal qui finalement est en évolution avec son environnement, et notamment les espèces qui s'y trouvent, et tout particulièrement celles qu'il a domestiquées. Dans ce repas, vous avez les éléments de la pression de sélection qui s'exercent sur vous, avec tout un tas de céréales riches en amidon et tout un tas de produits laitiers plus ou moins frais qui vont sélectionner, quand vous êtes dans une population qui consomme des céréales et du lait, des hauts niveaux d'utilisation de ces ressources. Alors, sur cette carte, vous voyez le nombre moyen de copies des gènes d'amylase qui est élevé chez des populations comme les Européens ou les Japonais qui consomment des céréales, et très bas chez les Yakoutes, par exemple, qui sont des chasseurs d'animaux. Donc vous voyez que là où on a des céréales, on a un haut niveau d'amylase. Et puis vous avez en couleur plus ou moins chaude, rouge quand il y en a beaucoup et bleu quand il n'y en a pas beaucoup, la quantité d'individus qui digèrent le lait. Alors vous voyez très bien que en Asie, où on n'a pas de vaches et où on ne les traite pas surtout, eh bien c'est très réduit, hein. Il y a très peu d'individus qui digèrent le lait, alors qu'en Europe ou dans des régions du Moyen-Orient ou d'Afrique où on a des vaches et où on les traite, eh bien on a beaucoup d'individus qui sont capables de digérer le lactose à l'âge adulte. Vous voyez qu'on est un peu mosaïqué, on est un peu différent dans la mesure où, selon la sélection qu'on a subie, on est capable ou non de mieux ou moins bien digérer certains aliments en moyenne. Après, les individus, ils sont uniques et il y a des individus de toutes sortes partout. Vous voyez que l'homme est le produit d'une évolution qui continue actuellement. En fait, l'évolution, c'est un phénomène perpétuel qui suit des chemins qui sont localement différents. Bon, on a domestiqué ou non des vaches, on a domestiqué ou non des céréales, et qui crée une certaine diversité sur des traits comme la digestion du lait ou la digestion de l'amidon. Cette évolution, elle est biologique, mais elle est aussi culturelle, parce que le fait de semer des céréales ou d'entretenir des vaches et de les traire, c'est un trait culturel, hein, c'est un trait finalement de nos sociétés, et finalement la façon dont fonctionnent nos sociétés influe aussi sur notre évolution. On a vu avec l'acné liée aux produits laitiers et les caries liées au glucose dans la bouche que cette évolution optimisait pas tout, et ça c'est souvent le cas, l'évolution optimise certains traits au détriment d'autres. Et surtout, on a vu que cette évolution se faisait en lien, dans certains cas, avec la présence des céréales et ou la présence des ruminants. Et ça, c'est ce qu'on appelle la coévolution, c'est-à-dire un scénario où deux espèces opèrent des influences réciproques dans leur évolution. Chaque partenaire devient une pression de sélection pour l'autre et vice-versa. Et en fait, cette coévolution elle est plus complexe parce qu'il
il y a des animaux qui, autour de nous, se sont mis à consommer, par exemple, du lait à l'âge adulte, alors que les chats sauvages ne consomment pas de lait à l'âge adulte. Eh bien, dans les régions où il y a du lait, il y a beaucoup de chats qui sont capables d'en boire à l'âge adulte. Vous voyez que cette sélection pour digérer le lait à l'âge adulte s'est exercée aussi chez les félins. De la même façon, les loups ne mangent absolument pas de céréales, en fait, ils ne mangent pas du tout d'herbe, mais les chiens sont capables de manger des végétaux et notamment de manger du pain. Et quand on regarde, alors eux, ils n'ont pas d'amylase dans la bouche, hein, ils n'ont pas d'amylase salivaire, mais quand on regarde la quantité de gènes d'amylase qu'ils ont dans le pancréas, et qui va permettre une digestion de l'amidon dans l'intestin, eh bien, vous voyez que chez le loup, il y a 2 copies d'amylase pancréatique, jamais plus. Tous les individus loups étudiés dans cette étude, ils ont 2 copies, alors que les chiens, ils ont, alors là, il y a plus d'une centaine de chiens qui ont été étudiés, ils ont entre 4 et 30 copies d'amylase pancréatique. Ils ont, par la disponibilité de céréales et de pain notamment, dans nos poubelles ou dans l'alimentation qu'on leur donne, ils ont été sélectionnés pour digérer l'amylase. Donc eux aussi, les chats, les chiens, ils ont subi une sélection qui a favorisé certains traits qui les rend plus capables d'utiliser des ressources disponibles dans leur environnement, et donc une sélection qui résulte de la présence des céréales et des vaches. Vous voyez que finalement, de ce point de vue-là, les chats et les chiens ont subi la même évolution que les hommes, et nous retrouvons une idée très importante qui est qu'au fond, l'homme est un animal comme un autre, et finalement, eh bien, il finit par évoluer comme les animaux. Et de ce point de vue-là, ici, je pense vous l'avoir bien montré, l'homme évolue, il évolue comme toutes les espèces, et certains traits évolutifs, eh ben, on les retrouve chez des chats ou des chiens. C'est ce que je voulais vous raconter. Merci beaucoup Marc-André pour cette intervention. C'est vrai que c'est ce que tu disais à la fin, c'est le message qui est parfois du mal à passer avec les élèves, que l'homme est une espèce comme une autre, hein, qui est en perpétuelle évolution. Souvent, les gens ont tendance à nous placer un petit peu à part ou au-dessus, et c'est le message qu'on s'emploie à faire passer. Et d'ailleurs, Gaëtan, c'est tout à fait vrai, et ça n'empêche pas que l'homme soit particulier, que cette évolution lui confère des particularités. Mais c'est aussi le cas du chat et du chien. Tout le monde reconnaît un chat et un chien parce qu'il a des particularités. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des particularités, mais elles s'expliquent par l'évolution. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser dans le chat. Hein. Marc-André va prendre quelques minutes pour y répondre. Et puis ensuite, on se connectera au jury pour la cérémonie de récompense. Voilà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors, en attendant, hein, peut-être qu'il y en a qui réfléchissent et qui sont en train de les écrire. Peut-être que vous pouvez nous présenter un petit peu les différents aspects de votre métier. Où est-ce que vous intervenez? Il me semble que vous êtes sur plusieurs universités aussi. Oui, alors bon, je suis des fois aussi dans des lycées et des collèges, hein. Ça m'arrive. Et moi, je travaille donc au muséum, je vous ai montré où, et puis aussi à l'université de Gdańsk en Pologne, et à celle de Kunming en Chine. Autant dire que j'y vais pas très souvent en ce moment, Ouais. ni à l'une ni à l'autre d'ailleurs. Voilà, et moi je travaille sur les interactions entre les racines des plantes et les champignons du sol, ce qu'on appelle les mycorhizes. Voilà, mais je m'occupe aussi beaucoup de l'enseignement, je forme des futurs profs de bio, et puis je m'occupe aussi, avec d'autres, de la rédaction des programmes du secondaire. Donc si D'accord. vous détestez les programmes que vous suivissez, c'est de ma faute, en partie. Alors dites-moi, pas de questions? Oui, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Mais on va... Tiens, si, il y en a une peut-être. Y a-t-il d'autres exemples que l'amidon et le lait concernant la coévolution? Oui, alors, il y en a quelques autres qui sont éventuellement moins marqués, mais je voudrais vous en citer un qui fait intervenir des bactéries. Vous savez que les bovins ont amené à l'espèce humaine la tuberculose. Et vous connaissez peut-être une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, où on a un problème de fluidité du mucus au niveau du poumon et aussi au niveau de l'intestin. Eh bien, figurez-vous que après qu'on ait finalement attrapé la tuberculose, il y a eu un avantage aux individus qui possédaient une copie fonctionnelle du gène qui est responsable de la mucoviscidose et une copie qui fonctionne mal. Parce que du coup, leur mucus était un tout petit peu plus épais et ça les protégeait, bon, à la fois des diarrhées, mais aussi de la tuberculose. Évidemment,
si vous sélectionnez les hétérozygotes, ceux qui ont une copie fonctionnelle et une copie pas fonctionnelle, vous allez finir par avoir beaucoup d'individus qui sont porteurs d'une copie non fonctionnelle, et un jour, bah, ces deux individus hétérozygotes vont pouvoir faire un descendant qui est malade. Voilà. Donc, ça explique l'émergence de cette maladie. C'est l'avantage des hétérozygotes. Et vous voyez que là, c'est un petit peu compliqué, hein, mais finalement, le fait d'avoir des vaches nous donne leur maladie et nous nous adaptons à ces maladies. Et cette adaptation, de nouveau, n'est pas optimale parce qu'elle est valable à l'état hétérozygote, mais à l'état homozygote, ça ne marche plus. Donc, il y a des exemples de coévolution avec l'alimentation. Il y a aussi des exemples d'évolution avec le milieu. En général, plus vous allez vers le nord, plus les peaux sont blanches. Alors, pourquoi? Bah, vous savez bien que quand vous mettez des peaux blanches d'anglais au soleil australien, ils chopent plein de cancers de la peau parce qu'ils ne sont pas protégés par la mélanine. Donc, vous comprenez bien qu'au sud, avoir des peaux foncées, c'est sélectionné comme crème solaire, quoi. Alors qu'au nord, eh bien, on a beaucoup de peau éclaircie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut que la lumière rentre dans la peau, parce qu'on a besoin d'un petit peu de lumière dans la peau pour synthétiser de la vitamine D, pour convertir un précurseur de la vitamine D en vitamine D. Donc, quand on monte au nord, on a un avantage des individus à peau claire. Et d'ailleurs, dans les pays nordiques, les gens font souvent des cures de vitamine D, et quand il y a des individus à peau foncée dans les pays nordiques, on leur donne une double dose par rapport aux autres de vitamine D, parce que pour le coup, ils sont encore moins capables, surtout en hiver, de la synthétiser suffisamment, puisque la lumière ne rentre pas dans leur peau. Vous voyez qu'on a aussi des exemples d'adaptation de l'homme à son environnement. Il y en a plein, et ça aussi, c'est un trait animal ou un trait d'être vivant comme un autre. Est-ce que l'homme est le seul animal à consommer un lait autre que le lait maternel? Alors ça, c'est une bonne question. À ma connaissance, oui. Je ne connais pas d'adultes d'autres espèces qui viennent consommer le lait. Il faut dire que le lait, il est quand même protégé, hein. Les femelles ne se laissent pas piquer leur lait par n'importe qui. Et donc, ça ne doit pas être très facile, cette histoire-là, de parasiter le lait d'un autre. Alors, il arrive qu'il y ait des enfants d'autres espèces. Moi, j'ai vu, par exemple, des chatons être élevés par des chiennes et téter des chiennes. Donc, il arrive que les petits d'autres espèces, dans certains contextes, soient adoptés, c'est rare, hein, par des mamans d'une autre espèce. Mais des adultes consommant du lait dans d'autres espèces, je ne sais pas. Et quelqu'un me faisait remarquer, là dans le chat, est-ce que le microbiote a évolué au cours du temps? Ben, oui, on s'adapte de deux façons. On s'adapte par l'évolution de nos gènes, et on en a parlé là ensemble, mais on peut s'adapter aussi par nos microbes. Par exemple, les Asiatiques qui mangent beaucoup d'algues rouges, c'est le cerclage noir qui est autour des maquis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, une espèce de cercle noir et sec qui a un goût de mer assez prononcé. C'est des algues rouges. Ça contient des polysaccharides, des sucres complexes que nous ne digérons pas. Mais les Asiatiques, eux, à force d'en manger, eh bien, ils entretiennent dans leur tube digestif, de façon spontanée et involontaire, des bactéries capables de digérer ces algues rouges, hein, qu'on appelle du nori très techniquement. C'est le genre Porphyra. Mais oublions tous ces noms, l'idée c'est qu'eux sont capables de faire un aliment de ces polysaccharides grâce à leurs microbes qui se sont installés dans leur tube digestif parce qu'en fait, il y avait ce qu'ils mangent. Alors que les Européens digèrent moins souvent, ils ont rarement cette bactérie et donc ils ne digèrent pas du tout ces algues rouges. Bon, ils n'en meurent pas pour autant, mais pour le coup, la récupération alimentaire et énergétique est moindre. Donc oui, certains aspects de notre évolution sont liés au microbiote, et ça, c'est un truc qui existe chez plein d'espèces. Bien, mais merci beaucoup pour ces réponses. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous pouvez assister, si vous voulez, à la remise des récompenses à laquelle on va passer. Non, parce que moi-même, je dois aller faire une conférence à l'autre bout de Paris, donc je saute dans un taxi, et je vous remercie surtout de votre attention. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est très gentil à vous. Au revoir.